1989. L'Empire soviétique vacille sur ses bases et une victoire historique se profile pour les États-Unis. Il se dit qu'un comité secret de la présidence Reagan aurait fortement contribué à ce renversement. Ils ont abandonné leur attitude défensive pour passer à l'offensive. Ce retournement a changé le cours de l'histoire. On peut les faire plier si on veut. Ce comité a-t-il vraiment existé? Quelles étaient les méthodes des va-t-en-guerre de Reagan? Par nos subterfuges, on pouvait faire croire aux Soviétiques qu'on était beaucoup plus puissants. C'est sur le terrain qu'il faut démontrer sa force. Pour la première fois depuis les événements, les témoins racontent. Le Parlement suédois a été mené en bateau, le gouvernement également, et même la presse. Dans quel monde vivons-nous? Un gazoduc soviétique. 30 milliards de dollars de gaz transitent ici en direction de l'Europe de l'Ouest, notamment de l'Allemagne. Des devises dont l'URSS exsangue a bien besoin. Selon certains experts, la déflagration qui vient de se produire est l'explosion d'origine non nucléaire la plus puissante de l'histoire. Prévenu par des satellites d'alerte précoce, le haut commandement de l'armée américaine est en émoi. Une formidable explosion avait eu lieu au fin fond de la Sibérie. Si je me souviens bien, le chef du renseignement militaire nous a indiqué qu'elle avait dégagé une puissance de 3 kilotonnes. Je me trouvais au Centre de sécurité nationale. Quand nous avons entendu parler de cette explosion, le conseiller Gus Weiss est venu nous dire « Pas d'inquiétude, c'est une opération de la CIA ». Bon, très bien. Une manœuvre secrète menée à l'insu du grand public? Rien d'extraordinaire en ce début des années 1980. Sous le mandat de Ronald Reagan, les activités de déception, c'est-à-dire de leurre vis-à-vis de l'Union soviétique, sont érigées en système. Quand cet ancien acteur de série B accède à la présidence en 1981, peu de gens voient en lui le conservateur pugnace aux ambitions de puissance qu'il est en réalité. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Aux États-Unis, il était perçu comme un acteur pas très malin. En URSS, on pensait qu'il ne ferait pas le poids. C'était complètement faux. Les sages du Parti démocrate réunis peu après sa prestation de serment ont poliment déclaré que Reagan était un cancre sympathique. Encore une erreur. C'est un point qu'il faut bien comprendre. Le cerveau de Reagan fonctionnait 10 fois plus vite que le vôtre ou que le mien. Et ses capacités intellectuelles étaient considérables. And as we renew ourselves here in our own land, we will be seen as having greater strength throughout the world. We will again be the exemplar of freedom and a beacon of hope for those who do not now have freedom. When action is required to preserve our national security, we will act. À défaut de stratégie claire, Ronald Reagan a un objectif: terrasser l'Union soviétique et gagner la guerre froide. En fait de conservateur, le nouveau président est un révolutionnaire qui se sent investi d'une mission. Le génie de Reagan a été de comprendre qu'il fallait concentrer nos forces sur le front économique. Lors de nos discussions, les experts nous affirmaient « L'Union soviétique ne consacre pas 15% de son produit intérieur brut à sa défense, mais 50%. Avec ça, on peut les faire plier si on veut. » C'était l'information la plus confidentielle de la guerre froide. On croit souvent que les grands secrets de l'époque portaient sur les missiles, les chars et les sous-marins. Mais ce que les Russes ne voulaient surtout pas qu'on sache, c'était que leur économie était au bord de l'asphyxie. Ronald Reagan veut attaquer l'URSS sur différents terrains, au grand jour et dans l'ombre. Pour les activités secrètes, un organe puissant est mis en place. Il fait le lien entre le pouvoir politique, l'armée et les services secrets et ne répond qu'au président. Il est chargé de mener les opérations sales et la guerre psychologique. Officiellement, il n'existe pas.
Mais officieusement, il est baptisé Comité des opérations de déception. À sa tête, une légende des services secrets qui s'est fait connaître pendant la Seconde Guerre mondiale, Bill Casey. Un cerveau, ancien banquier à Wall Street, devenu directeur de campagne de Reagan, puis directeur de la CIA. C'est un proche du président. Quand Casey voulait parler au président, il allait directement le voir et fermait la porte du bureau. Ils avaient une relation de confiance. Reagan savait qu'il pouvait compter sur lui. Le comité traduit les objectifs de Reagan en politique concrète et en opérations clandestines. Sa stratégie à long terme consiste à mener les soviétiques à la ruine, à transformer leur infériorité technologique en désastre militaire et à les humilier. Ronald Reagan et Bill Casey s'attaquent à la première source de recettes de l'Union soviétique, la vente d'hydrocarbures. Le président américain cherche des alliés pour appliquer son plan. Il les trouve en Arabie saoudite. On a commencé à faire pression sur l'économie, par exemple en obligeant les Russes à réduire leurs exportations de pétrole et de gaz naturel vers l'Europe de l'Ouest. C'était leur principale source de devises fortes, et nous l'avons asséchée. Nous avons également travaillé avec les Saoudiens, dans le sens d'une baisse des prix du pétrole. C'était bon pour l'économie américaine, mais très néfaste pour celle des Russes. C'est ainsi que les Saoudiens deviennent les nouveaux alliés stratégiques des États-Unis. Mais le plan de l'administration Reagan comporte un autre volet. Quand il a remporté l'élection, on m'a chargé de co-diriger la transition. Il s'agissait d'installer au Pentagone des collaborateurs du même bord que Ronald Reagan. Le président a annoncé qu'il allait faire construire 15 porte-avions et porter de 400 à 600 le nombre de navires de la marine américaine. L'Amérique renforce son arsenal militaire. Sa puissance économique lui permet de financer ses programmes d'armement massifs. Mais l'URSS peine à suivre le rythme et court à la ruine. Nous avons également innové en fomentant des insurrections anticommunistes. Nous avons décidé de soutenir les rebelles en Afghanistan pour faire de ce pays le Vietnam de l'Union soviétique. Et nous avons réussi. L'Empire soviétique commence à s'effriter au cœur même de l'Europe, en Pologne. La microélectronique joue également un rôle important dans la stratégie américaine. Nous sommes à un tournant avec le développement de l'informatique. La fin des années 1970 et le début des années 1980 ont marqué le début d'une nouvelle révolution industrielle, celle de l'informatique. Il était évident que la productivité de l'Ouest allait augmenter plus vite que celle de l'Est puisqu'on utilisait des ordinateurs et des logiciels dont le bloc communiste ne disposait pas. L'écart entre nos économies allait fatalement s'élargir. Les Russes n'étaient pas bêtes. Ils le savaient bien, mais ils ne pouvaient rien y faire. Dans l'économie planifiée de l'URSS, il n'y a pas de place pour une Silicon Valley où les entreprises poussent comme des champignons. L'élément le plus spectaculaire, c'était bien sûr l'initiative de défense stratégique, ou IDS. C'était en substance un système d'information hyper sophistiqué, accompagné de quelques armes. Ce projet de bouclier spatial pourrait rendre les États-Unis invulnérables à toute attaque de missiles nucléaires et à peu près invincibles. L'URSS a demandé à ses experts d'étudier ce projet. Ils ont décrété qu'il était irréalisable parce qu'il n'existait pas de dispositif de visée laser assez précis et qu'il semblait impossible de manœuvrer un tel système dans l'espace. Mais les Russes se sont tout de même demandé ce que nous mijotions. Ils en ont conclu que nous lancions un assaut général sur le front de la technologie et qu'ils allaient être dépassés. Les dignitaires du Kremlin ont compris le danger. Il s'agit de combler le retard dans la course à l'armement. Les partisans de la ligne dure soupçonnent les États-Unis de préparer une frappe nucléaire. Au sommet du G7, qui se tient à Ottawa en 1981, Ronald Reagan s'efforce de mobiliser d'autres alliés. Il s'assure un soutien déterminant, celui du président français.
François Mitterrand a joué un rôle clé dans la fin de la guerre froide. Il a confié à Reagan que la DST avait recruté un lieutenant-colonel du KGB responsable du vol de technologie à l'Ouest. Il s'agit de Vladimir Fetrov, connu sous le nom de code Farewell. Farewell supervisait le renseignement technologique à l'Ouest. Il a révélé que son réseau comptait 1 millier d'agents déployés partout en Europe et aux États-Unis, chargés de se procurer des technologies légalement, mais aussi illégalement si nécessaire. Reagan est aux anges et communique ses informations à son homme de confiance. Les dossiers de ces agents ont été remis au directeur de la CIA, Bill Casey, qui a eu l'intelligence de ne pas les faire tous arrêter. Bill Casey est décidément un conseiller influent. Au cours de la transition, Bill Casey a convaincu le président nouvellement élu qu'il ne fallait pas s'en tenir au développement des capacités militaires qu'il avait annoncées. Selon lui, il fallait aussi frapper fort, avec ce que l'on appelait le comité des opérations de déception. Pendant qu'on développait au sein de l'OTAN un arsenal d'une certaine ampleur, il fallait faire croire aux Soviétiques que nos moyens étaient en fait 2 fois plus importants. Des comités comparables, aux intitulés divers, existent aux États-Unis depuis les années 1950 et l'administration Eisenhower. Mais sous Reagan, cet organe devient un outil essentiel pour le gouvernement. Il se charge d'exploiter la trahison de l'agent Farewell. Le colonel Vetrov nous a précisé ce que cherchaient les Soviétiques. Nous les avons donc aidés dans leur démarche. Mais on ajoutait toujours une petite surprise. Le processeur des ordinateurs fonctionnait pendant quelques millions de cycles, puis il s'affolait. Les logiciels étaient opérationnels un temps, mais ils contenaient un cheval de Troie. Les plans d'appareils spatiaux ou aéronautiques étaient corrects, par exemple pour les avions de combat, sauf que les ailes étaient à l'envers. C'est aussi une défaillance informatique qui provoque l'explosion du gazoduc en Sibérie. Casey avait imaginé une stratégie de long terme. Il était certain que les Soviétiques allaient découvrir la vérité tôt ou tard. Il fallait prolonger la manœuvre assez longtemps pour que les Russes n'aient plus aucun moyen de séparer le vrai du faux. Déstabiliser pour paralyser, tel est l'objectif du comité des opérations de déception. L'organe se compose du patron de la CIA, du conseiller à la sécurité nationale et de représentants des principaux ministres. Ce petit groupe prenait toutes les décisions de façon à éviter l'implication du président, du secrétaire d'État et du secrétaire à la Défense. Ils ne devaient pas y être associés. Ils pouvaient être tenus au courant, mais devaient pouvoir tout nier de façon plausible. Le comité n'hésite pas à humilier l'ennemi. Cette mission est confiée à la marine américaine sous le commandement de l'amiral James Ace Lyons. Reagan s'est rallié à notre stratégie navale. Elle cadrait parfaitement avec sa conviction. Il fallait passer à l'offensive pour gagner la guerre froide. Le statu quo ne suffisait pas. Passer à l'offensive, c'est-à-dire exploiter la puissance maritime des États-Unis au lieu de se contenter de l'afficher. Comme l'amiral Lyons, le comité secret veut en découdre, quitte à prendre des risques. La marine américaine, en position de force, décide de faire quelques incursions près des côtes russes pour braver et importuner l'ennemi. Reagan a appuyé ma recommandation. Organiser pour la première fois un important exercice de l'OTAN au nord de la ligne reliant le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni.
Puis, recommencer l'année suivante en montant en puissance, afin de montrer aux Soviétiques que nous étions capables de mener des opérations au nord de la Norvège. La marine américaine positionne un porte-avions et une flotte d'escorte au large du premier port soviétique de la zone, Mourmansk. La presqu'île de Kola était à l'époque la portion de territoire la plus convoitée au monde d'un point de vue géopolitique. Les Soviétiques y avaient concentré leurs forces de frappe nucléaire stratégiques, c'est-à-dire tous leurs missiles nucléaires sous-marins. Comme nous, ils les considéraient comme le fondement même de leur puissance et les croyaient invulnérables. Sur ce point, la marine américaine va ébranler l'assurance des Russes en jouant au chat et à la souris avec eux. Sûre de sa supériorité technique, elle fait durer le plaisir. Vous pouvez organiser autant de manœuvres que vous voulez, ou multiplier les simulations sur ordinateur, comme on le fait aujourd'hui. Mais ça ne prouve rien. C'est sur le terrain qu'il faut démontrer sa force. James Ace Lyons opte pour la manière forte. Il envoie les forces spéciales de la marine à l'assaut des navires américains, y compris un sous-marin armé de missiles nucléaires, pour renforcer la combativité des soldats américains. Puis c'est une unité d'élite, la Retzel, qui est chargée d'attaquer des bases militaires américaines, de déclencher des incendies, de prendre en otage des soldats américains et même de les torturer lors de simulacres de noyade. L'objectif est de terrifier les Russes en soulignant leur position d'infériorité. Nous avons amplement utilisé la dissimulation et le leurre. Par exemple, en émettant depuis un destroyer tous les signaux caractéristiques d'un porte-avions. C'est-à-dire que nous avons reproduit le système de communication d'un pont d'envol et les signatures acoustiques d'un porte-avions. Nous avons projeté tous ces sons dans l'eau afin que les sous-marins soviétiques puissent les capter. Le destroyer s'éloigne ensuite. Les Russes croient alors que le porte-avions a changé de cap. Mais soudain, le ciel se remplit de bombardiers américains. Nous avons intercepté, tout près de Mourmansk, 2 avions Tu-95B, au moment où on les ravitaillait en vol. Nos F-14 se sont placés juste à côté d'eux. La surprise a été totale. C'était du jamais vu. Les avions de chasse de la marine empêchent le ravitaillement des avions de surveillance soviétiques. Au-dessus de la mer de Barents, toute l'escadrille du porte-avions Eisenhower semble répéter une attaque sur l'URSS. On a multiplié les missions aériennes à leurs frontières pour leur prouver qu'on pouvait percer leurs défenses, pour montrer qu'on était en mesure d'atteindre et de neutraliser leurs sous-marins, leur système de commandement, ainsi que leur ravitaillement et leur logistique dans la presqu'île de Kola. Pour déstabiliser l'Union soviétique, le comité secret fait aussi appel à l'US Air Force. Le coup de poker est plus audacieux encore. Chaque semaine, ils envoyaient des bombardiers vers le territoire soviétique. Les Russes ne comprenaient pas ce qui se passait. En dépit des apparences, l'arsenal soviétique est incapable de défendre l'Empire. Voilà le message à faire passer aux autorités russes. On sait que selon leurs propres calculs et estimations, ils ne pensaient pas pouvoir résister plus d'une semaine. En 7 jours de combat, ils auraient perdu l'intégralité de la flotte du Nord. Ces informations étaient remontées à leur état-major.
puis jusqu'au sommet de l'État soviétique, mais aussi dans les conseils de l'OTAN. Dans les pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'opinion publique n'est pas informée de l'état de faiblesse de l'URSS. Elle ne sait rien non plus de la panique qui gagne l'armée russe et le Politburo, car les soviétiques sont persuadés que ces exercices annoncent une frappe nucléaire. Ils jugeaient possible une attaque des États-Unis et préparaient donc une contre-offensive avec des armes nucléaires. Autant dire qu'ils n'en menaient pas large. Dans les documents de l'époque, les protagonistes confient qu'il s'agit à leurs yeux de la période la plus inquiétante depuis la crise des missiles cubains en 1962. Nous n'avions pas d'état d'âme à l'idée qu'un incident puisse provoquer une guerre accidentelle. Certains s'en inquiétaient. Mais c'est à cause de cette mentalité que l'OTAN avait pendant 20 ans empêché ses forces navales de manœuvrer près des côtes russes, par crainte de provoquer les soviétiques. La prudence est pourtant de mise. En 1983, lorsque l'OTAN organise en Europe un exercice à grande échelle baptisé Able Archer, les bombardiers nucléaires de l'URSS n'attendent qu'un ordre pour décoller. Seules les informations communiquées in extremis par des agents secrets permettent d'éviter un conflit nucléaire. Le comité des opérations de déception était allé trop loin. La brillante partie d'échecs orchestrée par les services secrets a dégénéré en un jeu dangereux où le risque de Troisième Guerre mondiale semble plus grand que jamais. Pourtant, le comité continue à mettre en scène la réalité pour susciter l'effroi, pas seulement chez les soviétiques, mais aussi parmi des pays alliés. Sa nouvelle cible est d'ailleurs un pays du nord de l'Europe, théoriquement neutre, la Suède, que seule la mer Baltique sépare de l'Union soviétique. Dans l'hypothèse d'une nouvelle guerre mondiale, le rôle de la Suède aurait été crucial. Elle se trouvait au nord de l'Allemagne et constituait une sorte de porte-avions insubmersible depuis lequel les États-Unis pouvaient agir. À partir de 1960, la Suède est pleinement intégrée à la planification de l'OTAN. Dans les années qui suivent, son aviation militaire devient la 4e au monde par la puissance. L'armée américaine compte sur l'allégeance officieuse de la Suède à l'OTAN. Nous n'étions pas un pays neutre. Nous étions non alignés. Cela nous laissait au moins 2 possibilités en cas de guerre. Rester neutre ou agir. Dès les années 1960, la Suède s'est préparée à accueillir des avions américains. Elle était reliée par une ligne de téléphone directe avec le QG des forces aériennes américaines installé à Wiesbaden. En cas de guerre, l'Allemagne se retrouverait au cœur des affrontements et serait réduite en quelques heures à un tas de débris radioactifs. Our initial reports show that bombs have been dropped on airfields near Hamburg, Frankfurt, Bitburg, and Fürstenfeldbruck. Our overseas data is unreliable, but we do know that there are 2 usable bases in North Africa, 3 in the United Kingdom, 3 in Alaska, 5 in Canada in the northeast area, and 2 in the Far East. We're sure there are more, sir, but that's all we can back up with reports. Il fallait bien que les avions américains aillent quelque part, soit vers le territoire britannique, soit vers la Suède. Et à partir de la Suède, ils disposaient d'un champ d'action beaucoup plus vaste. Nous avons aménagé des infrastructures capables d'accueillir les avions américains en route vers l'Est. Les États-Unis utilisent la Suède comme base aérienne. De plus, une présence dans ce pays leur permettrait d'attaquer l'Union soviétique sur 2 fronts en cas de guerre. En Suède, l'élite très conservatrice qui domine les milieux militaires, économiques et aristocratiques est favorable à la ligne américaine et n'a aucune confiance dans la social-démocratie.
À l'époque, le Parti social-démocrate suédois était sans doute l'un des plus puissants au monde. À sa tête, le charismatique Olof Palme. Malgré une bonne image internationale, l'homme a beaucoup d'ennemis. Le gouvernement était social-démocrate, mais certaines élites au pouvoir poursuivaient leurs propres objectifs et entretenaient des liens avec les Américains et les Britanniques. La Suède était donc un pays divisé. Un jour, j'ai déjeuné avec James Schlesinger, ancien secrétaire à la Défense et directeur de la CIA. Je lui ai demandé son opinion sur la Suède à l'époque où il occupait ses postes. Il m'a répondu « Quelle Suède ? La Suède politique ou la Suède militaire ?» À la fin des années 1960 et au début des années 1970, la guerre du Vietnam bouleverse et divise l'Occident. La jeunesse révoltée manifeste dans le monde entier. En Suède, Olof Palme participe à des rassemblements anti-américains aux côtés de l'ambassadeur nord-vietnamien. Dès le début des années 1970, le président Nixon qualifiait Olof Palme de trou du cul suédois. En optant pour une politique de non-alignement et en s'engageant pour les indépendances, Olof Palme dérange. Il avait beaucoup de mal à expliquer ce qu'il faisait. Il n'était pas pris au sérieux. Quand il disait « Je veux l'indépendance pour l'Angola », tout le monde se disait « Mais pourquoi se battre pour ça ?» À la recherche d'une troisième voie, Olof Palme soutient des mouvements de libération dans le monde entier. La Suède est alors un des seuls pays à financer l'ANC de Nelson Mandela, vu par beaucoup comme une organisation terroriste communiste. Une épine dans le pied de l'administration Reagan? Oh oui. Il soutenait des mouvements radicaux qui n'étaient pas forcément communistes, mais dont les intérêts politiques coïncidaient avec ceux de l'Union soviétique dans certains domaines. Il était ingérable. Le comité secret se saisit du dossier. En 1981, Olof Palme est à la tête de l'opposition. Mais à un an des élections, les sondages lui sont favorables et son programme paraît incompatible avec la ligne de Reagan. La CIA a préparé le terrain en intriguant contre Palme dans son propre pays dès les années 1970. Palme est soupçonné d'avoir été un agent, comment dites-vous déjà? Un agent d'influence. Donc quelqu'un contrôlé par le KGB. C'est ce qu'ont prétendu la CIA et même le MI6, n'est-ce pas? Absolument. Pouvez-vous donner des noms? Qui vous a donné cette information? James Jesus Angleton, le patron du contre-espionnage à la CIA. Ronald Reagan et Bill Casey le savent. Au sein des organes de sécurité suédois, beaucoup voient Olof Palme comme un traître. Et certains hauts gradés de la marine suédoise sont du même avis. Indéniablement, tout a été mis en œuvre pour que l'armée suédoise soit informée de la stratégie de l'OTAN et des réflexions en cours, et pour que la Suède ait accès aux technologies nécessaires à la défense de sa neutralité. Le matin du 28 octobre 1981, on informe le chef d'état-major de la base maritime de Karlskrona, sur la côte sud de la Suède, que des pêcheurs ont repéré un sous-marin échoué. Carl Anderson se rend immédiatement sur place. Une fois engagé dans le fjord, j'ai réduit la vitesse et soudain, je l'ai vu à 100 mètres devant moi environ. C'était un sous-marin vert et noir de la classe Whisky. Il n'y avait aucun doute possible. C'était un sous-marin russe. L'appareil est sous le commandement de l'officier d'état-major Józef Avrukiewicz, à la tête de la flotte de sous-marins stationnés à Baltisk. Présent à bord, c'est lui qui a engagé le bâtiment dans ce fjord extrêmement étroit. Le commandant, Piotr Gushchin, a obéi aux ordres.
Il me semblait impensable qu'il ait pris cette initiative et que cette expédition ait été organisée sciemment. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais c'était complètement idiot de s'aventurer dans ce fjord avec un sous-marin. C'était l'échouement assuré. Le sous-marin a erré pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il contourne un phare et s'engage par un brouillard à couper au couteau dans le chenal de 100 mètres de large du Gösefjorden. Ils auraient aussi bien pu louer un bateau de pêche et y accrocher un pavillon suédois. Mais un sous-marin, c'était vraiment l'idée la plus stupide qui soit. Selon la version présentée à l'opinion publique mondiale, ce sous-marin était là à des fins d'espionnage. Pourtant, il ne pouvait pas plonger dans ce fjord où la hauteur d'eau sous la quille ne dépassait pas 50 cm. Karl Anderson aimerait interroger le mystérieux officier d'état-major Avrukiewicz qui semble avoir joué un rôle décisif. Mais il n'en a pas la possibilité. J'ai reçu des ordres. On ne m'a autorisé à entendre que Gushchin. L'officier de service cette nuit-là, la vigie et le timonier. C'est tout. Je n'ai eu le droit d'interroger personne d'autre. La marine suédoise envoie des plongeurs. Leurs images sont aujourd'hui diffusées pour la première fois. Elles révèlent un détail important. Un amas sédimentaire s'était formé derrière les hélices. Mais devant les hélices, il n'y avait pas de sédiments. Autrement dit, le pilote avait tenté de faire monter le sous-marin sur les rochers et de l'immobiliser là. En outre, il avait fait pivoter le sous-marin de 50 degrés de façon à le caler sur les rochers et à l'empêcher de glisser. Ce soi-disant sous-marin d'espionnage s'est donc engagé dans un fjord trop étroit dont il avait toutes les chances de heurter le fond. L'inévitable arrive et il cherche alors à se hisser sur les rochers jusqu'à y être complètement bloqué. Pour couronner le tout, il est interdit d'interroger l'officier responsable de cette expédition absurde. L'opération, rebaptisée Whiskey on the Rocks, fait les gros titres de la presse mondiale. La Suède est sous le choc. En 1982, Olof Palme remporte les élections. Souhaitant une authentique neutralité pour la Suède, il se prononce en faveur du désarmement et de la fin des deux grands blocs militaires. Il souhaitait une démocratisation des pays communistes dans l'esprit des efforts déployés par Willy Brandt et Egon Bahr en Allemagne. C'est-à-dire une Ostpolitik à la suédoise. Si le comité des opérations de déception s'inquiète de la victoire d'Olof Palme, certaines personnalités y voient un signe d'espoir. Olof Palme m'a encouragé à réfléchir au sens que pouvait avoir une politique de sécurité à l'ère nucléaire. J'ai suivi son conseil et j'ai été surpris du résultat de mes réflexions, qui allait à l'encontre de toutes les thèses dominantes. La solution était un système de sécurité commune. Car au temps du nucléaire, il n'est pas possible de gagner la guerre au sens classique du terme. On ne peut pas anéantir l'ennemi. Il n'y a pas de victoire. La politique ne fonctionne plus comme ça, en présence d'armes nucléaires. Cela signifie qu'il faut collaborer avec l'adversaire. Car c'est par le rapprochement qu'on peut espérer le faire changer d'avis. À une époque où les mouvements pacifistes prennent de l'ampleur, ces idées trouvent un terreau fertile à l'Est comme à l'Ouest. Mais elles alarment Ronald Reagan et Bill Casey. Le rapport sur la sécurité commune a beaucoup nui à Olof Palme. Il n'a eu aucune incidence sur la politique suédoise de sécurité. Aucune. Peut-être parce que c'était une mauvaise idée. C'était mon avis, en tout cas, et les gens l'ont vite compris. Au milieu des années 1980, l'armement est à nouveau au cœur des débats. Sur le territoire européen, les missiles nucléaires soviétiques SS-20 et les Pershing II américains se font face, prêts à être lancés.
Olof Palme continue sa quête d'une troisième voie entre communisme et capitalisme. Il cherchait une façon de sortir de cette destruction mutuelle assurée, de l'affrontement Est-Ouest, en Europe et dans le monde entier. La solution ne se limitait pas à la sécurité commune, elle devait se doubler d'une position neutre, non alignée. C'était la grande force de cette vision d'un monde nouveau que poursuivait Olof Palme. Une atténuation des tensions? C'est tout l'inverse de ce que souhaite Ronald Reagan. Son comité secret se lance donc dans des opérations de guerre psychologique, des mises en scène destinées à ramener la Suède dans le droit chemin. Deux semaines après l'entrée en fonction d'Olof Palme, des périscopes de sous-marins sont repérés près de la base militaire suédoise de Muskö. Après l'épisode Whiskey on the Rocks, il ne peut s'agir que de sous-marins russes, dit la rumeur. Des périscopes et des kiosques de sous-marins montraient ainsi au grand jour. C'est impensable pour un capitaine de sous-marin. Pourquoi ont-ils cherché à être vus? Pour produire un certain effet. Et ça a parfaitement fonctionné. Quelques heures seulement après l'apparition des sous-marins, une conférence de presse est organisée. Et plus de 500 journalistes du monde entier relatent les efforts infructueux de la marine suédoise à pourchasser des sous-marins soviétiques avec un arsenal pourtant sophistiqué. S'agit-il d'une mise en scène médiatique? Dans les années qui suivent, les traques de ce type vont se répéter à plusieurs centaines de reprises. Des sous-marins étrangers sont repérés en face du Palais Royal, près de résidences secondaires ou encore de bases navales. Tandis qu'Olof Palme négocie avec l'URSS un plan de désarmement et des propositions de paix, l'armée soviétique semble n'en faire qu'à sa tête. À Moscou, la confusion règne. Personne n'a ordonné ces missions, à moins qu'il y ait des électrons libres au plus haut niveau de l'armée. Olof Palme se plaint régulièrement auprès de l'ambassadeur soviétique qui lui transmet enfin la réponse du Kremlin. Allez-y, si vous pensez que vous avez affaire à nos vaisseaux, bombardez-les. Nous savons très bien que nous n'avons aucun bâtiment à cet endroit et nous ne craignons donc pas les bombardements. Cette chasse vaine et interminable aux sous-marins fantômes n'est pas sans conséquences. Palme n'avait plus le choix. Il a été obligé d'accuser les Russes. Il lui est alors devenu très difficile de mettre en œuvre la composante Est de sa politique de sécurité commune. Si le haut commandement de la marine suédoise ne coule aucun sous-marin étranger, elle torpille cependant les projets d'Olof Palme. La presse y contribue elle aussi. Les médias ont joué un rôle moteur dans cette histoire. En gonflant les événements à partir des informations que leur fournissait l'armée. Entre 1981 et 1983, la proportion de Suédois qui se sentent menacés par l'URSS passe de 27 à 83%. J'aimerais insister sur un point. C'est quelque chose qui me tracasse. Force est de constater que même dans un pays aussi éclairé, aussi éduqué, un pays d'Europe de l'Ouest, d'Europe du Nord, un authentique rempart de la démocratie, on peut assez facilement désinformer toute une partie de la population, la transformer en véritables zombies. Quel rôle a joué l'état-major suédois? A-t-il été un idiot utile ou a-t-il délibérément participé à un subterfuge américain? Le ministre de la Défense et le Premier ministre avaient ordonné l'usage d'armes létales. Des mines en l'occurrence. Des mines marines de 600 kg destinées à détruire les sous-marins. Mais à chaque fois, quelques amiraux ont ordonné le cessez-le-feu. La Stasi est-allemande rapporte, au sujet de la Suède, la rumeur court parmi des officiers de marine scandalisés qu'Olof Palme, l'ami des Russes,
aurait laissé échapper 4 sous-marins qui étaient sur le point d'être capturés. À partir de 1983, 3 commissions d'enquête vont se succéder pour élucider l'affaire des sous-marins. La première enquête a conclu qu'il s'agissait de sous-marins soviétiques. La deuxième qu'il était impossible de le prouver. Puis quelques années se sont écoulées jusqu'à une interview donnée par Caspar Weinberger, l'ancien secrétaire américain à la Défense, qui a affirmé sans ambiguïté que les États-Unis avaient été impliqués dans ces événements. There was no direct intrusion or testing of Swedish waters or defenses without consultation with the Swedes. You keep speaking of an agreement. Il se peut qu'il y ait eu des exercices d'intrusion. Est-ce que des sous-marins peuvent s'introduire dans les eaux suédoises et faire surface pratiquement dans le port de Stockholm? J'exagère un peu, mais jusqu'où peut-on aller? À mon époque, on envoyait des sous-marins des classes Oberon et Porpoise à propulsion conventionnelle. Le haut commandement de la marine suédoise était donc au courant de la présence de sous-marins de l'OTAN dans les eaux suédoises. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Et quel a été le rôle des Américains et des Britanniques? À l'évidence, il fallait rouvrir l'enquête en Suède. J'ai été nommé secrétaire général de la nouvelle commission d'enquête. Dans les archives de la base navale de Muskö, Mathias Mossberg découvre que certains hauts gradés suédois, alarmés par les déclarations de Caspar Weinberger, ont cherché à se concerter. C'était un document qui disait en substance « Nous devons accorder nos violons ». J'ai voulu faire une photocopie de ce papier. Mais notre expert militaire m'a dit que c'était inutile, que nous en avions un exemplaire dans nos locaux. De retour à nos bureaux, je me suis aperçu que c'était faux. Et lors de ma visite suivante aux archives, le document avait disparu. Voilà le genre de résistance que nous avons rencontré. La commission d'enquête se voit refuser l'accès à certaines archives. En outre, elle découvre que des preuves importantes, photos et autres documents, ont été détruites par l'armée. On avait affaire à un groupe d'individus qui ne voulaient pas que leur propre gouvernement découvre ce qu'ils savaient, ce qui s'était passé ou ce qu'ils avaient fait. Ces gens avaient pourtant pris des décisions lourdes de conséquences pour la sécurité et la politique étrangère de la Suède. Ils avaient agi en dehors du cadre démocratique suédois. C'était ahurissant. Un pays dont l'armée conspire avec une puissance étrangère contre son propre Premier ministre? Les militaires les plus haut placés ont affirmé qu'il s'agissait de sous-marins de l'Est, de bâtiments russes, alors qu'ils savaient que c'était faux. On aurait dû les traduire en justice, les inculper de crimes très graves. Contre les intérêts de leur pays. Mais pour cela, il aurait fallu des preuves en béton armé. Entre-temps, de nouveaux indices ont fait surface. Les mystérieux périscopes ont pu être identifiés. Ils appartenaient à des sous-marins de poche et à leurs sous-marins mères. Il y avait 3 sortes de sous-marins. Le plus grand était stationné au-delà des îles Rocheuses, au-delà de l'archipel. Un sous-marin britannique Porpoise à propulsion diesel électrique, transformé pour servir de navire-mer.
Dans la mer Baltique, caractérisée par une faible salinité, il flotte moins bien que dans la mer du Nord, son milieu habituel. Encore alourdi par les 2 mini-sous-marins, il ne peut plus flotter et a donc besoin d'augmenter les capacités de ses réservoirs d'air. C'est ce qu'on peut voir sur cette photo. Une structure temporaire composée de conduits d'air et de cornières destinée à éviter les collisions avec les sous-marins de poche. À l'intérieur, il y avait 2 classes de sous-marins. On en trouve une description très précise dans certains documents top secrets. Le plus petit faisait 10 mètres de long et était en forme de goutte. Il possédait un hublot à l'avant ainsi qu'une trappe d'évacuation sur le haut. Et ses caractéristiques sont identiques à celles d'un sous-marin italien, le 3GST-9. Ces croquis réalisés par des témoins oculaires montrent le 2e type de mini-sous-marin, un appareil de la classe Cosmos. On reconnaît son schnorkel rabattable derrière le kiosque et la boule servant aux communications par satellite. Quand je me suis entretenu avec les hauts représentants de la marine américaine, je leur ai demandé pourquoi toutes les caractéristiques correspondaient à des sous-marins italiens. Pourquoi ils avaient utilisé ces modèles-là? Ils m'ont répondu: pour pouvoir tout nier de façon crédible. S'il s'agissait d'un sous-marin italien, rien ne permettait de remonter jusqu'aux États-Unis. Il serait facile de mettre l'incident sur le dos d'un capitaine italien imprudent. On ne peut vraiment pas leur faire confiance à ces Italiens. L'ancien ambassadeur Boris Pankin sera le dernier ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique sous Gorbatchev. Il en profite pour se renseigner sur la présence de sous-marins soviétiques dans les eaux suédoises. J'ai demandé officiellement et de manière informelle à Shapochnikov, le ministre de la Défense, et à Bakatin, le directeur du KGB, de voir s'ils ne pouvaient pas trouver dans leurs archives des éléments, des documents susceptibles d'attester que de telles infractions avaient été commises. Je me disais que s'agissant d'hommes nouveaux, qui venaient d'être nommés par la nouvelle direction démocratique du pays, ils n'avaient aucune raison de cacher les errements de leurs prédécesseurs. Et au bout d'1 ou 2 semaines, l'un comme l'autre m'ont répondu officiellement qu'ils n'avaient en leur possession aucun document, aucun élément concernant cette affaire. Si les Soviétiques sont hors de cause, c'est vers les Américains qu'il faut se tourner. Sont-ils prêts aujourd'hui à reconnaître leur rôle dans ces événements? L'étrange échouement d'un sous-marin soviétique à Gösefjorden était-il une opération américaine? Oui, peut-être bien. Quand on regarde tout ça, toutes ces opérations semblent porter la même signature. Il y a des points communs. Oui, c'est possible. Mais vous n'avez pas le droit d'en parler. Il y a des choses qu'on garde pour soi. L'amirauté suédoise a-t-elle collaboré avec la marine américaine? C'était une aubaine pour eux, si vous voulez. Mais ils n'étaient pas au cœur des événements. Ils se contentaient de passer les plats. Des déclarations troublantes qui ont des répercussions importantes pour la conscience nationale suédoise. La Suède s'est fait rouler. L'opinion publique suédoise a été menée en bateau. Le Parlement aussi, le gouvernement également, et même la presse. Dans quel monde vivons-nous? Un monde où Olof Palme meurt assassiné. On ignore par qui à ce jour. Peu avant le drame,
le premier diplomate suédois qui se rend à Moscou comprend que la politique de sécurité commune a de nouveau toutes ses chances. Les Russes étaient très désireux de lancer ce processus de sécurité commune. En 1986, Olof Palme prévoit une visite à Moscou. Au menu, la politique de sécurité commune et la question des sous-marins. Avec Gorbatchev, le nouvel homme fort de l'URSS, tout semble possible. 4 semaines avant ce déplacement annoncé comme historique, le dirigeant suédois est assassiné. Il s'agit sans aucun doute d'un assassinat politique, d'un acte commandité. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un crime de droit commun. Non, je crois qu'il s'agit de... Pourquoi pensez-vous que le mobile est politique? Parce que si ce que proposait cet homme avait été mis en pratique, cela aurait contrarié les intérêts de groupes puissants qui ne tenaient absolument pas à ce que les choses évoluent vers un monde meilleur. Ronald Reagan a gagné la guerre froide, vaincu l'Union soviétique et imposé ses méthodes. Dans les années qui suivent, les forces spéciales et les services secrets américains vont connaître un développement fulgurant. Ils disposent aujourd'hui d'un budget de quelques 80 milliards de dollars. Le comité des opérations de déception a pleinement réussi sa mission. Ces actions ont-elles été copiées depuis? On l'ignore. La méthode Reagan, en tout cas, est également connue du gouvernement russe aujourd'hui. En conséquence, nous en payons tous le prix.